Imaginez-vous traversant des rapides grondants, des cascades vertigineuses et des canyons dangereux, avec pour seuls atouts un kayak en plastique high-tech et votre savoir-faire pour rester en vie. Le kayak extrême repousse les limites de l'endurance et du courage humain, mais ce n'est pas sans danger. Des tourbillons au tronc d'arbres, jusqu'au pire cauchemar que vous puissiez imaginer, tapis sous la surface. Accrochez-vous alors que nous traversons les moments à couper le souffle de 4 des pires incidents de kayak extrême de l'histoire humaine. Discrétion conseillée aux spectateurs. Le 7 août 2011, Alan Satcher et plusieurs autres kayakistes ont descendu Cherry Creek dans la forêt nationale de Stanislaus, en Californie. Ce qui devait être une sortie amusante sur la rivière allait se transformer en cauchemar et changer leur vie à jamais. Si vous pensiez que le kayak était une balade tranquille sur une rivière, détrompez-vous. Des courants imprévisibles, des tempêtes soudaines et des dangers sous-marins comme des troncs et des rochers peuvent transformer votre aventure palpitante en une lutte pour la survie. Et cela n'inclut même pas les tourbillons à courant rapide. Se retrouver piégé dans l'un de ces tourbillons peut être une véritable condamnation à mort. Même les kayakistes chevronnés peuvent être piégés dans des tourbillons sans échappatoire. Alan Satcher, 28 ans, était un kayakiste expérimenté. Il était originaire de Portland et aimait enseigner le kayak en eau vive aux autres. Selon lui, ce sport m'a permis de rencontrer des amis pour la vie et m'a appris plus sur moi-même que tout ce que j'ai pu faire auparavant. Cela m'emmène loin des lieux touristiques dans d'autres pays et dans certains des endroits les plus secrets de la Terre, tout en m'aidant à rester humble en tant que personne. Ce voyage en kayak en particulier a mis quelques années à se concrétiser. Alan et un ami évoquaient toujours Upper Cherry quand ils pagaillaient ensemble. Upper Cherry Creek est une expédition de 3 jours remplie de grandes cascades et de longs toboggans naturels en granit très rapides. C'était un lieu magique qu'ils voulaient explorer. Mais leur projet de traverser Cherry Creek semblait toujours tomber à l'eau. Le voyage d'Alan a été annulé à la dernière minute et son ami s'est blessé. Alors leur première aventure a dû attendre. La fois suivante où ils ont prévu le voyage, l'un s'est blessé au genou et Alan s'est blessé aux côtes. Upper Cherry semblait encore leur échapper. Peut-être aurait-il vu cela comme un avertissement. Mais enfin, après des semaines de préparation, avoir pris des congés et surveillé le débit de l'eau, ils étaient au prêt. Leur équipe était solide comme le roc. Alan, Greg Spicer, Zach Lenoir et un autre ami étaient prêts à partir. Zach et Greg étaient déjà allés plusieurs fois à Upper Cherry, ce qui donnait à Alan un peu de confiance dans ces eaux inconnues. Alan était un kayakiste chevronné et expérimenté, connu pour sa planification et sa prudence sur l'eau. N'étant pas du genre à prendre des risques, il pensait que ce voyage serait comme les autres. Lorsqu'ils sont arrivés au début du sentier, leur ami Zach a eu un problème avec son sac à dos. Après des heures à essayer de le réparer, il a dû abandonner. Mais ils ont rencontré Nick Murphy, un kayakiste coriace du Tennessee qui avait raté son voyage à cause d'une maladie de l'estomac, alors ils l'ont invité à rejoindre leur groupe. Ce soir-là, ils ont marché pendant environ 2 heures. Après 5 kilomètres, ils ont campé sur une superbe crête surplombant le lac Cherry. Le lendemain, ils ont parcouru les 15 kilomètres restants jusqu'au point de mise à l'eau. Le terme « mise à l'eau » désigne simplement l'endroit précis dans l'eau où vous allez, vous savez, mettre votre kayak à l'eau. Alan a conduit presque tout le trajet, ils sont arrivés en fin de matinée. Ils ont retrouvé d'autres groupes, ont fait la sieste, puis ont déjeuné. Ils ont campé dans un lieu incroyable du Granite Wonderland, et Chris a pêché des truites arc-en-ciel pour le dîner. Le lendemain, ils sont partis tôt sur la rivière pour éviter la chaleur. Ils ont traversé les glissades et les jardins de rochers et ont contourné un rapide terrifiant appelé Gorille de la côte ouest. En pagayant sur d'autres eaux vives, ils ont eu une frayeur à double potole où Nick s'est retourné et a dû nager pour se mettre en sécurité. Épuisés par l'incident et reconnaissant d'aller bien, ils ont décidé de camper tôt au-dessus d'un endroit appelé Allée des Cascades. Cette nuit-là, ils ont observé d'autres pagayeurs franchir les chutes. Ils comptaient refaire pareil le lendemain. Au lever du jour, tous étaient excités à l'idée de vivre une nouvelle journée sur l'eau, mêlant adrénaline et plaisir. Ils étaient loin de se douter qu'au coucher du soleil, l'un d'entre eux ne serait plus en vie. Ce jour-là, ils observaient un ami pagayer dans le premier rapide depuis la berge. Sa réussite les a motivés pour leur descente. Alan a mis son kayak à l'eau et est parti.
La catastrophe a frappé sans avertissement. Alan pagaillait avec son habileté habituelle quand soudain son kayak fut piégé dans un tourbillon. Selon un témoin oculaire, il a été piégé dans un contre-courant au bas de Waterfall Alley. Lorsque vous êtes pris dans un tourbillon, la première chose à faire est d'essayer de pagayer vigoureusement pour en sortir. Mais si le courant est trop fort, vous devez sortir de votre kayak, nager jusqu'au fond de la rivière et trouver une ouverture dans les courants, pendant que vous êtes pris dans cette tempête d'eau qui tente de vous maintenir sous l'eau. Se retrouvant dans cette situation difficile, Alan a sauté de son kayak, est tombé dans la rivière et s'est débattu avec force contre les courants. Selon ses amis, il a fait tout son possible pour nager vers la sortie, mais la force du contre-courant était trop puissante, il l'a entraîné sous l'eau. Seule sa main est restée au-dessus de l'eau, cherchant désespérément quelque chose pour le sauver. Tout le monde dans le groupe a réagi immédiatement, lançant des cordes vers la main tendue d'Alan. L'un de ses amis a commenté « Nous avons essayé de lancer des cordes depuis les bateaux, depuis les falaises au-dessus et depuis un petit rocher juste un peu trop en aval. Nous l'avons raté d'environ 60 cm au moins une fois. » Mais l'eau déchaînée a eu raison de lui et il a disparu sous la surface, sa main glissant lentement. Emporté par le courant plus de 3 minutes, ses amis ont scruté l'eau frénétiquement durant ces minutes qui leur ont paru des heures. Alan Satcher a finalement été rejeté hors du tourbillon inconscient. Greg et Chris l'ont sorti de l'eau et ont aussitôt débuté la réanimation. Malgré tous leurs efforts, il était trop tard. Nick a utilisé un émetteur-récepteur pour faire venir un hélicoptère. Ils ont travaillé ensemble pour sortir Alan de la gorge. À l'arrivée de l'hélicoptère, ils ont aidé Alan à embarquer avec son équipement. Le pilote et le médecin étaient alors professionnels et compréhensifs, emmenant Alan loin de l'eau qu'il aimait pour la dernière fois. Ils sont retournés à leur voiture, échangé quelques accolades émues, puis sont rentrés chez eux. Voici le premier des 4 pires accidents de kayak extrême de l'histoire. Mais de loin, le 4e, et c'est le pire. Dans cette prochaine histoire, l'un des sauveteurs, le lieutenant Kevin Kamerling, a déclaré que c'était le sauvetage le plus difficile qu'il ait vu en 25 ans de carrière. Voici William Oxy, un homme né pour l'aventure et la vie en plein air. À l'école, il était très actif en athlétisme, théâtre et a terminé l'académie des pompiers. Après le lycée, il est allé au Feather River College où il a suivi des cours et s'est impliqué dans le programme de leadership en loisirs de plein air. Il y avait quelque chose de spécial chez le talentueux Will Oxy. C'était un musicien et auteur-compositeur incroyable. Il était aussi engagé dans la préservation de la nature. Il a travaillé pour le district de conservation des ressources du comté de Pluma. Will venait d'une famille passionnée par les rivières. Il a commencé comme guide de rafting en eau vive et est vite devenu un kayakiste expert. Sa rivière préférée était la Trinity, au nord de la Californie. Mais il a beaucoup voyagé. L'Oregon, l'Idaho, la Caroline du Nord, l'Utah, la Virginie, le Chili et bien d'autres endroits, uniquement pour explorer leurs rivières. Il était souvent kayakiste de soutien et pagayait de nombreux jours avec son frère Ben. On les appelait les garçons Oxy, célèbres dans la communauté du kayak en eau vive. Will a participé à de nombreux festivals et compétitions de kayak en eau vive. Il a également été formé au sauvetage en eau vive, à l'instruction de kayak et aux premiers secours en milieu sauvage. En 2021, Will était resté à Big Flats avec un petit groupe d'amis aidant à protéger la ville lorsque l'incendie du monument l'a traversé. Will a été décrit comme une personne altruiste, aimante et plus grande que nature. Un esprit aventureux qui était toujours pieds nus, toujours souriant d'une manière qui rendait tout le monde meilleur. Tout cela s'est arrêté de façon dévastatrice le 14 juin 2023. Tout a commencé à l'extrémité sud de la Sierra Nevada sur la rivière Kern. La rivière Kern gronde à 4800 pieds cubes par seconde. Ce jour-là, un groupe de 5 kayakistes experts, dont Will, a décidé de s'attaquer au difficile Hand Canyon de classe 4 en aval du pont de Johnson Dale. Ils savaient que l'eau était haute, mais ils étaient prêts au défi. Si vous ignorez le système de classification de sécurité sur l'eau, la classe 1 est la plus simple. Ces rapides ont de petites vagues et des courants doux. Elles ressemblent à une rivière lente et sont très sûres pour les débutants. Les rapides de classe 2 ont plus de vagues et quelques rochers. L'eau coule un peu plus vite, mais cela convient toujours aux débutants avec des bases.
Les rapides de classe 3 ont de plus grosses vagues et plus de rochers. L'eau avance vite, il faudra peut-être diriger votre embarcation prudemment. Ils sont plus excitants et demandent de l'expérience. L'eau de classe 4, comme celle que Will allait affronter, a de très grosses vagues, de forts courants et beaucoup de rochers. L'eau est rapide, il faut de bonnes compétences pour naviguer en sécurité. Elles sont passionnantes et ardues. La classe 5 est réservée aux experts. Ces rapides ont d'énormes vagues, des courants très puissants et de nombreux rochers dangereux. L'eau est extrêmement rapide et seuls les pagayeurs experts devraient les essayer. Elles sont très intenses et risquées. Au bas de la première grande chute, dans le Bombay rapide de classe 4, le courant poussait le kayak vers une petite île au centre de la rivière. Très souvent, quand tu fais du kayak, il est vraiment difficile d'avoir une trajectoire bien visible pour contourner les rochers ou les autres débris flottant dans la rivière. Et plus le courant est rapide, plus ton temps de réaction doit être court lorsque tu repères des obstacles devant toi. Will, âgé de seulement 26 ans, faisait du kayak en direction de quelques broussailles lorsqu'il a aperçu ce qui semblait être un passage dégagé pour les contourner. Il a immédiatement réagi en pagayant vers cette nouvelle trajectoire qu'il venait de repérer. Mais soudain, il a heurté un tronc caché qui dépassait sous la surface. Instinctivement, il a tenté de se stabiliser, mais la branche a violemment heurté son kayak. Cela a retourné son kayak sur le côté et l'a piégé, avec la tête à peine au-dessus de l'eau. La force de la rivière a coincé son bateau, pourtant un modèle moderne de creek réputé résistant. Pour aggraver les choses, plusieurs branches entouraient de son corps, le rendant encore plus prisonnier dans cette situation terrible. Normalement, dans une situation comme celle-ci, on sortirait de son kayak et on nagerait vers la sécurité, mais à cause de la façon dont le tronc coinçait son kayak et des branches qui le maintenaient, il était complètement piégé. L'ami de Will s'est précipité pour tenter de le sauver de cette situation mortelle. Mais l'endroit était difficile d'accès. Une île submergée au milieu de la rivière rendait l'accès difficile. Will était conscient quand ils l'ont atteint et ils se sont battus pour garder sa tête hors de l'eau. Ils ont utilisé des cordes et toute leur force pour le libérer, mais l'eau était trop puissante. Après 90 minutes d'efforts intenses, ils ont dû demander de l'aide. Et pendant ce temps, la rivière continuait de monter. Elle a fini par atteindre 10 000 pieds cubes par seconde, rendant toute récupération sans danger impossible. Will Hoxie, un kayakiste expérimenté de 26 ans, est mort le 14 juin alors qu'il était impuissant, piégé dans les crues historiques du haut de la rivière Cairn. Cette histoire est d'autant plus tragique que l'eau a retenu le kayak et le corps de Will au même endroit plus d'un mois. Le lieutenant adjoint Kevin Kamerling a déclaré qu'ils ont été informés de l'accident à 17 h le 14 juin. Avec un débit de 5000 pieds cubes par seconde, il ne pouvait pas s'approcher de son kayak. Ils ont essayé le lendemain et le jour suivant, mais il n'y avait aucun moyen sûr de l'atteindre. Le débit a même augmenté les jours suivants. Ils ont attendu et ont posté des adjoints sur la route au-dessus de la rivière, les maintenant sur place 24 heures sur 24. La dernière semaine de juin, lorsque le débit était tombé à environ 4500 pieds cubes, ils ont lancé une tentative de sauvetage. Ils ont tendu une corde au-dessus de la rivière pour acheminer lentement un bateau de sauvetage vers Will. Mais les rapides ont vite fait pivoter le bateau, risquant de le couler. Ils ont réussi à se libérer et à regagner la sécurité. Lorsque le débit de l'eau est descendu en dessous de 3000 pieds cubes par seconde, ils ont réessayé. Son kayak s'était brisé en deux sous la force de l'eau. Finalement, ils ont réussi. Will Hoxie, issu d'une famille de navigateurs, a grandi en faisant du kayak sur sa rivière, la Trinity. Sa famille a refusé d'être interviewée. Il savait qu'il agissait correctement. C'était juste un malheureux accident. À l'approche du long week-end de Labor Day, les visiteurs étaient de la prier de ne pas entrer dans la rivière. Cette année-là, la rivière Cairn a tué 8 personnes. Si vous aimez le kayak, vous connaissez sûrement Bren Horton. Ce jeune homme de 29 ans était l'un des kayakistes professionnels les plus talentueux. Sa chaîne YouTube, Senders, propose des images incroyables de tous ses voyages à travers le monde. De la Norvège à l'Afrique, en passant par la Californie et l'Europe. Horton a exploré la plupart des régions d'eau vive les plus verdoyantes de la planète. Horton a eu divers petits emplois avant de devenir kayakiste pro. Il a tenté sa chance comme employé de centre d'appel et ouvrier sur des chantiers. Il a même participé à des essais médicaux pour financer ses voyages.
Une expérience qu'il a qualifiée de douteuse. La période la plus étrange de sa vie fut celle où il fut fossoyeur. Oui, vous avez bien entendu, un vrai fossoyeur. Il était clairement un homme prêt à tout pour joindre les deux bouts et suivre sa passion pour le kayak. Horton plaisantait avant d'être payé pour faire du kayak en disant « Je crois que j'ai fait presque tous les métiers possibles ». Une fois qu'il a enfin eu sa chance comme kayakiste, Horton a commencé à battre des records. Mais il n'a pas seulement battu des records, il s'est aussi brisé le dos. En 2018, il descendait une cascade en kayak au Canada. Lors de sa tentative de descendre la chute Alexandra de 30 mètres dans les territoires du Nord-Ouest, Horton a frappé l'eau violemment, se brisant à la fois le dos et le visage. Le choc l'a rendu inconscient et ses compagnons kayakistes ont dû le secourir. Heureusement, ils l'ont sorti de l'eau à temps, mais il a continué, ignorant que son dos était brisé. J'ai subi de gros chocs et une fracture par compression. J'ai essayé de supporter la douleur, pensant que c'était musculaire, mais quelques semaines après, je ne pouvais plus quitter le lit. Je suis retourné en kayak environ 4 semaines plus tard. Il m'a fallu 8 semaines pour reprendre les cascades en courant. Ce n'était pas sur recommandation du médecin. Horton a établi un record remarquable dans le monde du kayak. Il a réalisé la plus haute descente jamais réalisée par un kayakiste britannique. En 2018, il a réussi à descendre les chutes Big Banana au Mexique. C'est une immense cascade qui mesure 128 pieds de haut. Cette descente était la deuxième chute de cascade la plus haute jamais réalisée par un kayakiste à cette époque. Les chutes Big Banana offrent un défi unique. Elles obligent les kayakistes à y descendre en rappel, une technique qu'Horton trouvait particulièrement intimidante. Malgré sa peur du rappel, Horton a terminé la descente. Il a décrit l'impact en bas comme immense. L'exploit record d'Horton aux chutes de la Grande Banane marque sa carrière aventureuse. Il a exprimé l'ambition de défier le record du monde établi à 198 pieds par les chutes Palouse à Washington aux États-Unis. Horton prévoyait de tenter cela à l'avenir, souhaitant égaler ou dépasser ce record selon les conditions telles que le niveau de l'eau et la météo. Cependant, il n'a jamais eu l'occasion de battre un autre record. Le 16 mai 2024, Horton est parti avec un groupe de kayakistes. Ils ont descendu la rivière Molessa en Suisse, connue pour ses rapides de classe 5 très abruptes. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la classe 5 est le type d'eau le plus difficile, avec de longs rapides obstrués ou violents qui exposent le pagailleur à un risque accru. Donc, ceux-ci sont réservés aux professionnels. Le voyage se déroulait comme prévu jusqu'à ce que Bren Horton fasse face à un défi inimaginable. Il s'est retrouvé piégé dans un rappel dangereux et recirculant. C'est un rappel qui piège et recycle l'eau, créant un effet semblable à un tourbillon. Comme nous l'avons vu avec Alan Satcher, ce phénomène peut être périlleux, piégeant même les kayakistes les plus expérimentés. Les rivières de la région du Tessin, comme la célèbre Verzaska, sont réputées pour leur beauté et leurs eaux cristallines et abruptes qui attirent les pagailleurs expérimentés. Mais avec des niveaux d'eau élevés, ces rivières peuvent former des rouleaux mortels difficiles à éviter. Ce jour-là, Bren et ses amis naviguaient dans les rapides difficiles lorsque Bren s'est retrouvé piégé dans l'un de ces rouleaux traîtres. Il a été entraîné sous l'eau rapidement, avec peu de chances de survie. Bien que ses amis aient tenté de le sauver, Horton a coulé sous la force de l'eau et n'est pas remonté. Les recherches pour le retrouver ont été intenses. Les autorités locales, ainsi que ses amis, ont inlassablement fouillé la rivière et les environs. À ce stade, Bren était considéré comme disparu. 2 semaines durant, espoir et désespoir ont rythmé les recherches intenses. La vérité est apparue, apportant une conclusion déchirante. Le 30 mai 2024, le corps de Bren Horton a été découvert dans le lac Majeur, juste de l'autre côté de la frontière en Italie. Sa disparition et la découverte ultérieure de son corps ont jeté une ombre sur la communauté du kayak. Il gardait l'espoir d'un miracle. Le jour où le corps de Bren a été retrouvé, un plaisancier local a alerté les autorités après avoir aperçu quelque chose dans l'eau. La police du Tessin a ensuite confirmé la nouvelle dans un communiqué. Peu avant 11 heures, à Locarno, le corps sans vie de l'homme disparu le 16 mai alors qu'il faisait du kayak à Molessa a été retrouvé dans les eaux du lac Majeur. Cette découverte a mis fin aux recherches, mais a laissé la communauté confrontée à la perte d'une figure appréciée et d'une légende du kayak dont l'héritage continuera d'inspirer les autres.
Lors des 3 premiers incidents, les kayakistes ont dû faire face à des tourbillons et à des objets cachés dans la rivière qui leur ont coûté la vie. Mais dans cette histoire, Johannes Hendrik Coetzee a affronté un cauchemar inimaginable dans ses dernières secondes de vie. L'homme de 32 ans mesurait 1,80 m, avait une carrure épaisse et une calvitie naissante rasée à blanc. Ancien infirmier de la force de défense sud-africaine, il était aussi un géant de l'exploration des eaux vives. Hendry s'est fait connaître en 2004 en dirigeant une expédition remarquable de la source à la mer. C'était sur le fleuve Nil, suivant le parcours du voyage précédent de John Goddard. Cette expédition ambitieuse a commencé au lac Victoria en Ouganda le 17 janvier et a atteint Khartoum le 25 mars. L'équipe a poursuivi son voyage arrivant à la mer Méditerranée à Rosette le 21 mai. L'expédition visait à mettre en lumière les problèmes humanitaires dans la région. En réponse aux affirmations selon lesquelles leur voyage n'avait pas commencé à la véritable source du Nil, Coetzee et son équipe ont entrepris une expédition supplémentaire de Kagera au lac Victoria en avril 2005. Cela a ajouté 466 miles supplémentaires aux 463 miles d'origine parcourus en 2004. La mère de Hendry, Marie Niemann, dit que son fils a toujours été intrépide et qu'il aimait attirer l'attention. Il est né en 1975 dans une petite ville de la province du nord-ouest de l'Afrique du Sud. Hendry avait 2 ans de moins que sa sœur Charlène. En 7e année, paraissant plus jeune et souffrant d'une éruption, il a osé accrocher sa photo sur le tableau d'affichage de l'école. À côté, il y avait un mot qui disait « Cherche des filles ». Des filles âgées de 10 à 14 ans. Son visage était couvert de boutons, se souvient sa mère, ce n'était pas la meilleure photo. Le père de Hendry, Henk, était major et officier du renseignement dans les forces spéciales sud-africaines. Ils vivaient à Oshakati pendant la guerre frontalière sud-africaine. Ils ont un jour essuyé des tirs d'artillerie des forces angolaises soutenues par les soviétiques. Dans des mémoires inédits, Hendry a décrit l'excitation pendant ces attaques. Quand les bombes tombaient, je me cachais sous le lit, comme on me l'avait dit. Mais en secret, j'adorais ça. Cela ressemblait à une aventure, comme quand mon père combattait pendant la guerre. Il est clair que Hendry avait le désir de vivre dangereusement, mais jusqu'où ce désir allait-il le mener? Il est entré dans le monde du kayak après avoir quitté les forces de défense sud-africaines à 21 ans. Le Sud-Africain Peter Meredith venait tout juste de commencer en tant que responsable du rafting pour Safari. Par excellence, en 1997 lorsque Hendry, qui venait de passer 1 an dans l'armée, est arrivé à la recherche d'aventures. Un ami est venu me voir et m'a dit « Je viens de rencontrer un type génial. »« Tu devrais venir le rencontrer, » dit Meredith. « Allons le chercher puis boire un verre au coucher du soleil en haut de la gorge. » Hendry, qui avait décroché un poste de responsable des opérations dans une entreprise de vol touristique en hélicoptère peu après son arrivée sur le Zambèze, dégageait une énergie contagieuse. Il écoutait et parlait clairement, captivant complètement Meredith, qui avait elle aussi servi dans l'armée. Il y avait une intensité chez lui, dit Meredith. La confiance brillait dans ses yeux. Meredith lui a proposé un poste immédiatement, bien que Hendry n'ait jamais les été sur une rivière. En général, on n'embauche pas quelqu'un pour guider sur une rivière de classe 5 avant qu'il ait au moins 5 ans d'expérience en tant que guide. Le patron de Meredith a fini par accepter après avoir été convaincu. 1 mois plus tard, Hendry donnait les consignes de pagaie aux clients sur l'une des descentes de rafting commerciales les plus difficiles au monde. C'était comme atteindre le camp de base de l'Everest sans crampons et guider des gens au sommet. Mais ni cette confiance ni ses compétences n'auraient préparé Hendry à sa dernière descente en kayak. Le 7 décembre 2010, alors qu'il était sur la rivière Lukuga au Congo, Hendry Coetzee pagayait avec les Américains Ben Stooksbury et Chris Corbulis. Cette portion est tristement célèbre non seulement pour ses eaux vives traîtresses, mais aussi pour l'abondance de crocodiles et d'hippopotames. Les infos de l'expédition étaient publiées en ligne. Avec le message de Stooksbury reçu le 29 novembre. Il a conclu
Dans seulement quelques heures, nous embarquerons sur un cargo et traverserons 270 miles, en descendant et en traversant le lac Tanganyika à travers la Tanzanie jusqu'à l'unique débouché de ce vaste lac à Kalami, RDC, le début de la rivière Lukuga. La dernière transmission du Spot Messenger de l'équipe date du 5 décembre et signalait que tout allait bien. Dans un précédent message du 1er novembre, Stooksbury a cité Hendry. Il avait une expérience inégalée dans la navigation parmi la faune aquatique périlleuse de l'Afrique. Hendry a dit « Évitez les tourbillons, surtout les petits, car il y a des hippopotames de 3 tonnes qui peuvent vous couper en deux d'une seule morsure. Restez loin des berges car les crocodiles prennent le soleil et pourraient avoir envie de vous manger pour le déjeuner. En gros, restez juste derrière moi et suivez mon exemple. » Des questions ? Il y a un crocodile à l'embouchure de la rivière qui s'appelle Gustave. C'est un mangeur d'hommes anciens et bien nourris. Si vous êtes aussi inquiet que nous pour la semaine prochaine de l'expédition, suivez le conseil de Hendry et référez-vous à la règle numéro 3. Quoi qu'il arrive, ne paniquez pas. Ce message ajoutait une toile de fond inquiétante aux événements qui allaient se dérouler. Il se trouvait à 120 miles en aval de l'endroit où la rivière Lukuga se déverse du lac Tanganyika. Après avoir conquis ce que les experts appelaient la portion infranchissable, ils naviguaient maintenant tranquillement sur 100 miles d'eau calme avant que le fleuve Congo ne les attende. Mais ils savaient que le danger rôdait. Les histoires de crocodiles dans cette région les avaient mis en état d'alerte maximale. Alors ils pagayaient, serrés les uns contre les autres, en formation compacte. Corbelix s'en souvient très bien. Il y avait de hautes herbes à éléphants le long des berges et nous pagayions fort au milieu du courant. Je gardais un œil attentif sur Hendry, à seulement quelques mètres sur sa droite, avec Ben devant sur sa gauche. J'ai détourné les yeux un instant pour vérifier notre alignement, et quand j'ai regardé de nouveau, le crocodile était déjà en train de se jeter sur lui. Je l'ai entendu parler avant qu'il ne soit entraîné sous l'eau. C'est arrivé si vite que son kayak a failli disparaître sous la surface. Il y a eu une lutte, mais bientôt, tout mouvement a cessé. Le souvenir qu'en garde Stooksbury est lui aussi obsédant. Quand j'ai entendu Hendry crier « Mon Dieu !», les mâchoires du crocodile se refermaient sur lui, énormes, aussi larges que son torse. Ça m'a stupéfié. Après plusieurs minutes sans aucun signe de Hendry, de son bateau ou du crocodile, nous savions qu'il fallait partir de là. Nous avons atteint un village voisin à environ 1 mile en aval et avons demandé de l'aide aux habitants. C'est alors que nous avons vu le kayak de Hendry dériver devant nous. Nous l'avons poursuivi, espérant trouver un signe. Il n'y avait rien. Malgré nos efforts pour organiser une recherche avec les villageois, ils étaient catégoriques. Ce crocodile avait déjà pris 9 vies dans leur communauté. La tragédie résonnait dans tout le village où même les plus petits restes de l'équipement de Hendry demeuraient introuvables. C'était un sombre rappel de la puissance brute de la nature et des eaux sur lesquelles ils avaient osé s'aventurer. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo, restez audacieux et courageux.